Alors donc nous réentamons le cycle de conférences avec Luc Bichet qui va nous parler de symbolisme. La voix du héros, la force du symbolisme sont ses livres et il va nous dire voix symbolique, outil de liberté. Donc se libérer grâce au symbole. Merci. Bonjour à tous. Alors, je voudrais, au cours de cette heure et demie, qui est court, peut-être essayer de faire passer une seule idée. C'est que nous vivons dans un monde qui est saturé de sens. Que le langage symbolique est l'outil qui permet d'explorer ce monde du sens. Et qu'en fait, notre liberté surgit lorsque nous incorporons dans notre conscience, en créant un corps d'intériorité, ces multiples facettes du sens qui se révèlent en permanence en notre extérieur. Donc juste ça. Alors évidemment, on va essayer de détailler un peu à travers différents outils, à travers différents exemples. La première chose, c'est que nous avons deux yeux. Et donc, si nous avons deux yeux, c'est que probablement, je le dis d'une manière symbolique, bien sûr, il y a deux manières de regarder le monde. Il y a toujours au moins deux points de vue. Alors, jusqu'à présent, on a beaucoup développé l'œil utilitariste, c'est-à-dire ce monde aujourd'hui qu'on appelle la science et sa fille qui s'appelle la technique, qui est au fond une méthode, le traité de la méthode de Descartes, qui est une méthode qui permet de comprendre la nature de la réalité objective, matérielle, concrète, les lois de la physique, les lois du monde objectif dans lequel on vit. Mais on a aussi un autre œil, l'œil de la poésie, l'œil du regard signifiant, l'œil qui permet de sentir que le monde a une autre densité que cette réalité purement objective. Et c'est l'usage de ces deux yeux qui nous donne le sens de la profondeur. Donc, c'est à cela que je voudrais développer. Donc, la science a beaucoup, moi j'ai une formation scientifique, donc la science a beaucoup développé ce regard utilitariste du monde. Pour l'équilibrer, il nous faudrait sans doute aussi développer le regard signifiant, le regard poétique, le regard du monde qui nous permet de comprendre le monde du mystère. En d'autres termes, l'œil utilitariste va nous dire le monde est un puzzle que je dois comprendre pour rassembler ces morceaux et en avoir une vision globale, alors que l'autre regard, c'est le regard symbolique, va nous dire le monde est un mystère, l'univers est un mystère, dont seule la conscience peut faire l'expérience. On peut aussi, bien sûr, faire de l'ésotérisme sans conscience, c'est-à-dire avec la pensée, avec l'analyse, avec la compréhension, avec tout ça. Mais je vous invite à voir que le terme connaissance vient de connaissance, c'est-à-dire naître avec. Donc, en d'autres termes, toute connaissance, si on veut le distinguer du savoir, toute connaissance devrait impliquer à chaque instant que l'on reçoit des informations, une nouvelle naissance. Donc toute connaissance devrait être intérieurement transformatrice. C'est ça, entrer dans le monde du symbole. Une autre manière de le dire, c'est de dire que les mathématiques, les symboles sont au monde du sens, ce que les mathématiques sont au monde de l'objet. Une grille de compréhension, une grille de décodage. Donc le symbole est aussi important que le langage mathématique pour comprendre le réel. Et évidemment, on vit dans un monde de nombres, on vit dans un monde d'équations mathématiques. Mais les nombres eux-mêmes, et là je me réfère bien sûr aux travaux de Pythagore, les nombres, ou de Jung, les nombres sont aussi des archétypes qui agissent dans notre réalité intérieure. Donc une fois qu'on a conçu, qu'on a reconnu la nécessité de ces deux regards pour aller vers la profondeur du réel, et donc donner une plus grande intensité à notre corps d'intériorité, on peut se demander par quels moyens, comment explorer ce monde-là. Alors bien sûr, il y a la brique fondamentale qui est le symbole,
le symbole, de mon point de vue, ne s'interprète pas. Parce qu'on peut bien sûr avoir un discours sur tout. On peut avoir un discours sur le symbole, on peut avoir un discours sur le climat, on peut avoir un discours sur ses états d'âme, etc. Mais là, on va être encore une fois dans un savoir et non pas dans une connaissance. Donc le symbole, c'est quelque chose, il s'agit de voir ce qui transparaît derrière ce qui parle. Donc le symbole, c'est quelque chose qui va révéler du sens et non pas quelque chose à partir de quoi on va construire du sens. Les panneaux de circulation routière, on va construire du sens. C'est-à-dire le panneau stop, il est comme ça, le panneau interdit de doubler, il est comme ça, etc. Encore qu'il y a des thématiques de sens universel, puisque le rouge est la couleur universelle de l'interdit. Mais donc on a un mélange. Mais en tout cas, on a construit un système. Alors que dans les systèmes, entre guillemets, symboliques, ils ne se construisent pas. Ils se révèlent. Donc pour lire un symbole, évidemment, il s'agit de se poser dans la posture intérieure du non-savoir et laisser le sens émerger, le sens se révéler. Un peu comme dans les rêves éveillés, d'une certaine manière. Et c'est à ce moment-là que l'imagination qui surgit, lorsqu'elle nous transforme, devient une imagination. Et c'est à partir de ce monde imaginal auquel on faisait référence ce matin que l'action intérieure ou l'action juste peut se mettre en place. Donc je vous invite au passage dans ce monde du symbole, non pas à avoir des objectifs de vie ou à atteindre des objectifs, mais plutôt à atteindre un subjectif qui est en réalité la bulle de soi, la bulle de conscience qui vit dans les profondeurs de chacun d'entre nous. Alors, comment explorer ce monde du symbole, ce monde du sens ? Alors, j'ai envie de le mettre en parallèle par rapport aux outils qu'on utilise dans le champ scientifique. Donc, en science, on utilise la rationalité, le raisonnement, la loi de cause à effet, la fameuse causalité. C'est le jeu de domino. Lorsque vous renversez un domino, toute la chaîne va s'écrouler. Donc, c'est ça la démonstration scientifique. Comprendre les chaînes d'enchaînement. Dans le champ symbolique, on va laisser tomber cette pensée-là. Et on va rentrer dans la pensée analogique. Alors la pensée analogique, ça suppose quoi ? Ça suppose que on est tous faits des mêmes briques fondatrices. Alors en bas, c'est le code génétique, et en haut, c'est les archétypes. Et que simplement, si vous comprenez comment fonctionne un niveau de réalité, vous allez pouvoir inférer des informations pour comprendre comment fonctionnent les autres niveaux de réalité. En d'autres termes, la pensée analogique, c'est la meilleure manière de parler de choses qu'on ne connaît pas. Pourquoi ? Parce que, je vous prends un exemple pour que ce soit clair. Prenez la notion de frontière. Alors, c'est quoi une frontière ? C'est ce qui sépare l'intérieur de l'extérieur. En biologie, ça s'appelle une membrane cellulaire. Alors, on peut réfléchir à comment fonctionne la membrane cellulaire pour comprendre comment devraient, entre guillemets, fonctionner les frontières d'une nation, ou comment devrait fonctionner cette séparation entre le non-moi et le moi dans notre vie ordinaire. C'est la fonction du surmoi en psychanalyse. Donc, si je regarde simplement la membrane d'une cellule, il y a trois manières de s'occuper de l'étranger. Soit en disant non, parce que la protéine extérieure ne peut pas rentrer, soit en l'absorbant, et à ce moment-là, il y a ça s'appelle la phagocytose, elle est mangée et son énergie est utilisée par la cellule, soit en l'intégrant dans l'ADN. Donc au fond, on a trois manières de s'occuper du monde étranger, soit en faisant une frontière hermétique, soit par l'assimilation, soit par la captation ou l'intégration des informations que ce monde étranger, de son essence en fait, que ce monde étranger propose. C'est les trois manières importantes que la cellule a trouvées pour protéger son identité. Donc on ne va pas totalement fermer les frontières, on ne va pas totalement ouvrir le système, et on ne va pas totalement se goinfrer non plus. Donc c'est important donc on est en fait ici aussi une trilogie en réalité, qu'on retrouve dans beaucoup de systèmes symboliques. Qui est plus que symbolique, puisque c'est la nature même de la réalité qui fonctionne sur le ternaire. Donc simplement, voilà pour la pensée analogique, comment ça fonctionne à un niveau de réalité qu'on connaît bien, et l'inférer
faire une analyse parallèle, Lucia Romani utilisait cette formule d'analyse parallèle, comment l'inférer sur les autres niveaux de réalité. Donc ça, c'est pour comment penser le monde du symbole. On peut aussi mettre en parallèle la question de l'éthique et la question de l'esthétique. Le monde rationnel va poser une éthique, c'est-à-dire il va dire, voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour des raisons morales. Cloner des êtres humains, à une autre époque c'était faire la guerre, mais maintenant ça a bien changé. Vous savez qu'en 1905, en 1906, il y a eu un congrès international qui a interdit les bombardements sur les grandes villes parce que c'était pas du tout éthique. Et que les Grecs anciens considéraient que l'arc et la flèche, c'était pas du tout éthique non plus parce que les types, ils étaient loin du corps à corps et donc c'était des lâches. Donc le problème de l'éthique, c'est qu'elle va toujours se réadapter aux besoins sociaux et que c'est jamais un vrai garde-fou. Donc on pense stabiliser le système avec l'éthique, mais en fait, l'éthique est toujours transgressée d'une certaine manière. Si on met l'éthique en parallèle avec l'esthétique c'est quoi? L'esthétique, c'est le sens des nuances. C'est-à-dire, c'est voir la complexité du système. Plus on a le sens des nuances, plus on voit que le système est complexe. Donc on n'est plus dans une logique de bien et de mal, de morale, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. On est dans une logique de compréhension globale du système. Et qu'est-ce qui va donner la clé que le système est juste? C'est sa beauté, c'est son esthétique. C'est le fait que, vous savez, et ça dépend de peu de choses en réalité. S'il y a une petite tache rouge sur un tableau qui est déplacé, ça change totalement l'esthétique du tableau. Comment il s'appelle, André Breton, dans un de ses ouvrages, il disait ça. Sur une statue, si le bras est là, si vous le mettez là, ça change complètement l'esthétique de la statue. Donc l'esthétique suppose une perception globale du système et permet aussi l'émergence de l'ineffable qu'il habite, l'émergence du mystère qui habite le système. Et dès qu'on permet l'émergence du mystère, on permet au fond l'intégration d'un nouveau sens et donc la construction de notre corps d'intériorité que j'évoquais tout à l'heure. Ça, de mon point de vue, ça s'appelle l'évolution. Donc éthique versus esthétique. On peut aussi réfléchir, simplement je suis toujours dans le champ du regard en ce moment, comment regarder le monde autrement avec l'œil symbolique, l'œil qui a le sens du mystère. On peut aussi mettre en parallèle un événement. Alors c'est quoi un événement? Un événement, il y a deux manières de le lire. Il y a une manière causale en disant voilà, je suis tombé, ça m'est arrivé un jour il y a longtemps, en panne d'essence entre Paris et Sens. Bon, alors c'est tellement gros évidemment qu'on le voit tout de suite. Donc la logique cerveau gauche va dire j'ai vu ça, donc j'aurais dû prendre soin de la voiture, mettre de l'essence, faire attention, et patati et patata. Donc vous voyez bien qu'on est dans un système d'éthique, de morale, de jugement de valeur, de causalité. Par contre, si je réfléchis au sens, évidemment, je suis en panne de sens, et je fais un pari sur le sens. Donc, voilà. Donc, au fond, ça transforme mon intériorité, le fait de voir ça. Les choses sont multiples. Hein. On a plein si on regarde attentivement, chaque événement de notre vie, notre nom, notre prénom, l'adresse que l'on a, le numéro de la rue, le nom de famille, etc., la manière dont on s'habille, tout ça, ça fait sens. Et notre travail intérieur, ça va être de le symboliser, c'est-à-dire d'ouvrir notre conscience à ce mystère qui cherche à s'exprimer à travers l'univers pour nous parler directement. Donc un événement, du coup, va prendre l'événement lu d'une manière symbolique, va prendre à contre-pied la fameuse expression de Sartre, l'enfer c'est les autres. Non, les autres, ou le monde extérieur d'une manière plus générale, ce sont des pierres blanches qui me font signe et qui sont le reflet de mes plus intimes pensées. En au total, le monde extérieur est le reflet de mes plus intimes pensées, dans ses moindres détails. Et pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, un événement ne m'arrive plus? Parce que j'ai symbolisé, j'ai pris conscience, j'ai métabolisé son sens dans ma conscience, et à ce moment-là, il n'y a plus aucune raison d'arriver, puisque l'univers n'a plus rien à me dire. Donc si on voit les choses comme ça, on est
à la fois dans cette logique qui dit je me change, parce que je me change, le monde change, mais c'est aussi parce que je regarde le monde que je peux me changer. Donc ça marche dans les deux sens. On est à la fois une onde et une particule. D'ailleurs, en physique, les physiciens parlent non pas d'onde ou de particule, mais de ondicule, qui est la nature réelle de la matière, qui est à la fois, évidemment, particulière et ondulatoire. Donc, un autre élément dans le champ symbolique, c'est de marier les contraires. Et ça, c'est difficile pour une pensée logique, cerveau gauche, rationnel, et patati et patata. Considérer que les contraires sont en fait la nature du réel et la nature du vivant. C'est parce que je marie en moi les contraires que je peux me transformer. C'est l'élan de la contradiction, né du mariage des contraires, qui me donne l'énergie de la transformation intérieure. Donc, toutes nos situations de vie qui sont inextricables, qui semblent complexes, etc., plutôt que de se battre contre une pour faire vaincre l'autre, en général, celle contre laquelle on se bat, ça s'appelle l'ombre, celle qu'on n'aime pas, et celle qu'on cherche à faire vaincre, ça s'appelle la lumière, c'est-à-dire les vertus qu'on veut développer. Ça, c'est une logique de l'objet appliqué au sujet. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc le vivant fonctionne sur l'union des contraires. Donc c'est l'intégration et l'acceptation des contraires, donc le dépassement de la contradiction, qui fait qu'il y a en soi le dynamisme qui se met en place pour émerger de la poiesis, dans la poésie, poiesis voulant dire création en grec, c'est-à-dire trouver des solutions innovantes qui nous font faire un pas de plus sur le chemin de la transformation. Les contraires, c'est facile à comprendre. Si vous voyagez sur une route et que vous avez devant vous une colline, eh bien, pour la voir dans les deux sens, il faut revenir dans l'autre sens. C'est-à-dire, pour voir la totalité du paysage, il faut faire la route deux fois. La voir sous un angle, voir le paysage sous un angle et voir le paysage sous un autre angle. Donc, rationalité, analogie, éthique, esthétique, la nature d'un événement et... peut-être j'en oublie. Oui, c'est un point important. Évidence versus démonstration. Dans le monde ordinaire, on cherche des démonstrations. On cherche des logiques. Et souvent, on reconstruit des logiques a posteriori. Qui vaille ce qu'elle vaille. Hein. Bon. Et donc, on cherche des justifications. Et on considère que c'est des démonstrations. Dans le monde symbolique, l'évidence prime avant tout. Vous comprenez, si je vous dis aujourd'hui il fait beau, si je décortique le truc, on ne va plus rien comprendre. Beau, aujourd'hui il fait, bon, il faut le mettre dans le bon ordre et encore. Donc la perception du sens est une perception qui se fait dans l'immédiateté, dans l'évidence. Donc reconnaître ces évidences, c'est reconnaître qu'on est en contact avec le monde du sens. Alors bien sûr, après, tout système a son piège. C'est-à-dire reconnaître ces évidences, le fanatique aussi reconnaît ces évidences. Hein, simplement parce qu'il est habité par un archétype qui ne questionne jamais. Donc il faut aussi savoir, bien sûr, questionner ces fameuses évidences. Donc là encore, mener de front un truc contradictoire et qui n'est pas facile, c'est le doute et la certitude. Si on ne fait que douter, on est perdu dans le no man's land du à quoi bon, et si on n'a que des certitudes, on est fichu parce qu'on est manipulé par un archétype, par une puissance du monde du sens. Donc tout ça, c'est un peu des regards qu'on peut porter sur le monde symbolique pour commencer à percevoir sa nature. Après, on a ce monde symbolique est habité. Alors, je vous invite à voir que toutes ces choses que l'on voit dans le monde et que notre corps inclut ne sont pas seulement le fruit d'une histoire analytique, causale, événementielle, mais qu'en permanence, autour de ce monde-là, il existe ce que Henri Corbin appelait du reste le monde imaginal, hein, c'est-à-dire une réalité subjective, et je pèse mes mots, hein, c'est une réalité subjective, habitée par par qui?
par des mythes, par des dieux, par des elfes, des ondines, des sylphides, habités par on va dire, des schémas de sens qui ont des formes particulières puisqu'elles se sont coagulées et qui vont interférer en permanence avec le monde ordinaire. Et qu'au-delà de ce monde imaginal, de ce monde des dieux, tout le monde dit la même chose. Hein. Pardon, pas Nietzsche, mais Robindo disait ça, Corbin disait ça. Tous les gens qui sont ou les ésotéristes avec les 7 niveaux de conscience qu'on retrouve dans la tradition orthodoxe, chez le tibétain, dans la tradition, dans d'autres traditions plus ésotériques, il y a toujours 7 plans de conscience, 7 niveaux de réalité. Mais si je reviens à Jung, Jung disait au fond, pour expliquer un petit peu tous ces phénomènes, il existe l'unus mundus, l'unité du monde, au-delà de l'espace et du temps. Et les archétypes sont dans l'unus, que ce sont des énergies conscience, mais c'est surtout aussi des énergies. Et ces archétypes dans le non-temps, dans le non-espace, sont psychoïdes, c'est-à-dire ils ont le pouvoir d'agir à la fois de construire, pardon. Ce sont des pouvoirs organisateurs. Contrairement aux forces de la science, de la physique qui vont vers l'entropie, qui vont vers la désorganisation, ces archétypes ont un pouvoir d'organisation. C'est pour ça que le monde existe, hein, parce qu'il est aussi réuni par le sens. Ce qui va nous réunir, c'est le sens. Ce qui va nous diviser diable, diabole, c'est au contraire la forme, la matière, l'entrée dans l'incarnation. Donc ces archétypes qui sont dans l'unus mundus sont psychoïdes, c'est-à-dire ils ont le pouvoir de construire en même temps notre réalité psychique et la réalité objective. D'où le phénomène de synchronicité, c'est-à-dire la synchronicité, c'est quoi? C'est le fait la définition technique que donne Jung, c'est la rencontre de 2 chaînes causales indépendantes portant sur le sens. Autrement dit, il donnait cet exemple qu'il se promenait un jour sur un chemin et puis il voit un poisson mort devant lui sur le chemin. Et il se dit, voilà, et en même temps, il était en train de penser au symbolisme de l'ère des poissons. Donc il y a une correspondance portant sur le sens entre la vie psychique de Jung et l'événement extérieur, mais c'est des chaînes causales indépendantes, évidemment. Comment il est arrivé à penser à l'ère des poissons? Parce que c'est ses recherches en bibliothèque ou que sais-je encore, ou son prochain livre. Et comment le poisson est arrivé là? Parce qu'il était sur un chariot d'un type qui transportait des poissons, et il est tombé. Donc c'est 2 chaînes causales indépendantes. Donc c'est ça la définition de la synchronicité, c'est une rencontre qui porte sur le sens. Alors qu'est-ce que dit une synchronicité? C'est une question difficile. À mon avis, elle ne dit pas grand-chose. Parce qu'on a trop tendance à la prendre comme un signe qui nous dit, voilà, il faut faire quelque chose, tu es sur le bon chemin, il faut faire un truc. Donc à la réinterpréter. C'est simple, de mon point de vue, c'est simplement le signe qu'à ce moment-là, on est en accord avec les besoins de l'univers, avec les besoins de l'esprit du temps, et qu'il nous fait signe, qui nous répond d'une certaine manière. Alors Ira Progroff, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces phénomènes dans la psychologie transpersonnelle aux États-Unis, il avait remarqué que les synchronicités se produisent lorsqu'il y a, dans 2 cas de figure, lorsqu'il y a un abaissement du niveau de conscience et lorsqu'il y a une élévation du niveau de conscience. Autrement dit, lorsque la barrière du moi ne fait plus obstacle, la barrière de l'ego ne fait plus obstacle. Hein, lorsque vous êtes dépressif, il y a un abaissement du niveau de conscience, et à ce moment-là, vous pouvez rencontrer plein de trucs et croire que tout fait sens. Et lorsque vous êtes créatif, il y a une élévation du niveau de la conscience ordinaire, et à ce moment-là, il y a plein d'événements qui vous arrivent et qui vous, dans la lumière, cette fois-ci, vous disent, ok, simplement, c'est un point de contact entre le moi et le non-moi, la synchronicité. Alors pourquoi je vous raconte ça? Oui, alors, comme modèle explicatif en réalité, hein, c'est tous les travaux de Jung et de Pauli, où ils ont échangé leur fameuse correspondance pendant 28 ans, où ce physicien, donc un des fondateurs de la mécanique quantique, ça vous savez tous ça, a échangé avec Pauli, et donc ils ont développé ce modèle psychophysique en réalité, qui permet d'expliquer la nature du réel. Et aujourd'hui, on a un peu malheureusement abandonné ces études, puisqu'on est resté dans le réel physique et on a oublié la dimension psychique, la dimension du monde du mystère. Alors,
qu'est-ce qui contient ce monde? Il contient les mythes, bien sûr. Il contient les contes de fées. Et il contient, entre autres choses aussi, il va s'exprimer par la langue des oiseaux. Alors, puisqu'on a beaucoup parlé du héros ce matin, je voudrais l'aborder sous cet angle. D'abord, un héros, je n'ai pas de quoi écrire, mais vous allez visualiser. Dans la langue des oiseaux, regardez le mot héros. Les mots disent ce qu'ils sont, en réalité, dans le champ symbolique. Votre prénom dit qui vous êtes, votre nom de famille dit quelle est la qualité d'énergie, le phylum de sens que cette famille-là porte et vous a légué. Donc le mot héros, c'est H, héros. Donc H, c'est l'échelle de Jacob, héros, c'est l'éros. Donc par l'énergie, monter l'échelle de l'ascension qui mène de la terre vers le ciel. Un héros, c'est ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est né d'un dieu et d'une femme, et qui va devoir retrouver son père, c'est-à-dire partir de la condition humaine pour aller jusque dans l'Olympe, et en tout cas c'est ce qu'a fait Hercule, un des plus grands héros de la mythologie grecque. Avant de s'appeler Hercule, Hercule s'appelait Alcée. Or, Alcée veut dire fort. Un héros est fort. Vous savez tous qu'un héros est fort. Mais regardez comment s'écrit fort, c'est F-O-R-T. Donc le feu, l'eau, l'air, le feu, du F, un bosseau de feu hein, dans notre langue enfantine. Eau, comme l'eau, l'air comme l'air, et T, c'est la terre. Donc le héros va relier les 4 éléments, c'est-à-dire le feu de l'intuition, l'eau des sentiments, l'air de la pensée et la terre de la réalisation concrète. Donc être un héros, c'est pas être un Hercule de foire, hein, puisque le langage ne nous le dit pas. Le langage nous dit qu'être un héros, c'est réunir en soi les 4 grandes fonctions jungiennes, hein, intuition, sentiment, pensée et sensation, pour découvrir quoi? La quintessence, la 5e essence, c'est-à-dire l'espace du cœur, en réalité. Donc le héros, c'est celui, on le voit d'ailleurs, c'est feu, or, terre. C'est-à-dire, il contacte le feu, il met en place la lumière, l'or, qu'il a contacté dans la terre, si vous l'écrivez verticalement. Donc la langue, c'est juste un exemple, mais la langue nous dit, nous murmure du sens, par-delà, évidemment, ce que conventionnellement les mots veulent dire. Il y a un autre, le joli mot que je ne vais pas priver du plaisir de vous dire, c'est le mot interdit. On parlait de surmoi tout à l'heure, on parlait d'éthique. Le vrai interdit, c'est quoi? C'est pas la ligne rouge qu'on ne peut pas franchir du fait des lois éthiques qu'on s'est mises sur le nez. C'est interdit. Interdit. Tout ce qui n'a jamais été dit. On n'a pas accès à tout ce qui n'a jamais été prononcé. Donc l'interdit, en réalité, c'est le non-dit. Mais on peut aller un peu plus loin, puisque c'est le dit de la déité. Donc, ce qui est interdit à notre conscience, c'est tous les systèmes c'est tout ce qui est hors des interstices qui sont entre tous les systèmes cosmogoniques, religieux, scientifiques, etc., qu'on a construits. Donc, l'interdit, c'est ce qui est entre la déité, c'est-à-dire entre nos représentations psycho-matérielles et spirituelles du réel. Donc c'est ça l'interdit. Donc comment rentrer dans l'interdit? Lâcher prise de tous nos systèmes de représentation. Et seulement à ce moment-là, le monde du mystère va pouvoir se dévoiler. Voilà, donc je vous invite à réfléchir sur les mots, hein, sur ce qu'on appelle la langue des oiseaux, qui ont cette sagesse profonde du sens, que notre pensée liée à notre éducation, aux habitudes et à plein de choses, ne peut pas voir, ne veut pas voir. Là, je fais une parenthèse, mais c'est un point important. La rationalité est une manière de se protéger du monde des mystères. C'est-à-dire, Jung disait que sur ces 4 fonctions que je viens d'évoquer tout de suite, il y en a 2 qui sont rationnelles et 2 qui sont irrationnelles. Donc, rationnel, c'est la pensée et les émotions. Irrationnel, c'est l'intuition et les sensations. Mais irrationnel, ça ne veut pas dire folle, ça veut dire au-delà de la rationalité.
Alors, si on regarde qu'est-ce qui se passe avec les pensées, les fonctions rationnelles, la pensée et les émotions, elles nous protègent du réel. Elles nous empêchent un contact direct avec le réel. C'est-à-dire, la pensée, on vit dans le monde du spectacle aujourd'hui, c'est-à-dire la pensée va représenter le réel, avoir un discours sur le réel, et ça, évidemment, c'est un piège, parce que ça nous empêche d'être touchés par lui. Et les émotions vont aussi se raconter plein d'histoires formidables, exceptionnelles, etc. Mais c'est des systèmes qui sont élaborés pour nous protéger en fait de quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui sont les sensations, d'où naissent les sentiments. Par contre, intuition et sensation sont des formes de pensée, sont irrationnelles, parce qu'elles touchent directement le réel. L'intuition qui est de l'ordre du feu va pouvoir nous brûler parce qu'on contacte directement un archétype, une force du monde du sens, ou simplement un eureka, ou une forme d'éveil. Et les sensations, bien sûr, le corps ne ment jamais. Le corps ne triche pas. Donc il va nous dire exactement qui on est, par-delà toutes nos représentations. Donc alors, évidemment, on est dans un monde aujourd'hui qui favorise la rationalité et le sentimentalisme larmoyant. Mais je vous invite et donc qui nie en même temps les deux autres fonctions, qui est la puissance de l'intuition et l'importance du corps, des sensations, comme guide intérieur. Donc je vous invite aussi à rééquilibrer cette situation. Donc la langue des oiseaux, qui est un mode d'exploration du monde du mystère. Je parlais des mythes tout à l'heure. On peut en citer quelques-uns. Alors, on a bien sûr chacun un ou plusieurs mythes fondateurs individuels, qu'on peut trouver sur la carte astrologique, par exemple, mais aussi dans des signes ou des appétences, des élans intérieurs qui vont faire sens pour vous. Mais on peut aussi regarder ces mythes dans le collectif. Et aujourd'hui, un des plus grands mythes qui habitent notre société occidentale, c'est le mythe de Narcisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a des miroirs partout, ça s'appelle des smartphones, des télévisions, des écrans. Parce que, et dans le mythe c'est écrit de manière très claire, Narcisse ne se rend pas compte de la souffrance qu'il impose aux autres. Et nous, en tant que collectivité humaine occidentale, on ne se rend pas compte de la souffrance qu'on impose aux autres règnes de la nature. Les pesticides qui détruisent vous connaissez tout ça. Donc il y a une espèce d'autisme chez Narcisse qui ne se regarde qu'à travers sa propre image et qui se contente de sa propre image. Mais après, il faut lire le mythe pour comprendre que ça, c'est une fixation sur une étape du mythe. Parce qu'en fait, au début de l'histoire, l'Iriopée, la jolie nymphe bleue, va voir Tirésias, le devin aveugle, qui lui dit « Est-ce que mon fils vivra longtemps ?» Et Tirésias lui répond « Oui, ton fils vivra longtemps s'il ne se connaît pas. » Et le Narcisse est mort à 16 ans, à l'âge de 16 ans. Donc, vous voyez que c'est parce qu'il s'est connu qu'il est mort. Et qu'en fait, si on regarde le mythe en détail, on a toutes les étapes qui vont vers la connaissance de soi, y compris le fait de se mirer dans le miroir magique, tous les écrans qu'on a devant nous. Et en fait, à un moment, il se regarde dans le lac, ne bouge plus, mais combat la faim, etc., est immobile comme le marbre de Paros. Et lorsqu'il meurt, il se transforme en Narcisse, c'est-à-dire il découvre sa vraie identité. D'où l'origine du terme de la plante. Donc vous voyez que si on utilise la mythologie pour débloquer le narcissisme abyssal qui nous habite en tant que collectif, on comprend son sens, donc on comprend en quoi toutes ces images qui nous envahissent ou qui nous accompagnent en permanence sont en fait des outils de transformation intérieure et de connaissance de soi, à condition de les regarder vraiment dans le vrai miroir qui est le lac, ce lac sensible, et non pas ce miroir poli et froid que sont les miroirs qu'on a dans nos salles de bain. Donc simplement pour vous dire qu'un mythe porte des enseignements et représente un chemin d'initiation. C'est vrai pour Narcisse, c'est vrai pour Prométhée, c'est vrai pour Icare, c'est vrai pour Dionysos, etc.
Dionysos aujourd'hui, on est dans un système extrêmement rationnel, hein, dans un monde très apollinien, où on cherche à tout contrôler par la conscience. Et Dionysos, c'est ce dieu qui a développé les bacchanales, qui a développé l'extase collective, qui a développé l'ivresse. Mais on le retrouve surtout aujourd'hui derrière nos écrans et pas dans nos vies. C'est-à-dire le contact avec l'ombre qu'on évoquait ce matin, la folie, la perte de conscience, l'ivresse, tous ces éléments sont cachés derrière des écrans, c'est-à-dire remis dans l'inconscient, plutôt que transformés sous forme de cérémonies initiatiques, par exemple, ou d'écoles de mystères, dans nos vies ordinaires. Donc là encore, si on réfléchit à notre organisation sociale en termes de mythes, on peut voir les processus, comme avec Narcisse, on peut aussi voir nos manques, comme avec Dionysos. Les Grecs anciens avaient compris ça. Dans cette société très apollinienne qu'était la Grèce de Périclès, au VIe siècle avant notre ère, ils avaient introduit Dionysos dans leur panthéon. Et pendant 3 jours, des grandes fêtes étaient organisées où tout était renversé. C'est l'origine du carnaval qu'on connaît. Excuse-moi. Pardon ? Apollinienne, qu'est-ce que tu entends ? Apollinienne, conscience, lucide, contrôlée par la règle, par la. C'est les temples grecs en fait. En lien avec Apollon. En lien avec Apollon. D'accord. Oui, en lien avec Apollon. Je pensais à Apollinaire, donc je comprends pas. Apollinaire, oui, c'était le disciple. Mais bon. Donc en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce monde du mystère n'est pas loin, il est en permanence dans nos vies. Il va s'exprimer dans l'organisation sociale, il va s'exprimer dans notre salle de bain, il va s'exprimer dans les films, le cinéma, etc. Le monde du sens infuse en permanence notre réalité dite ordinaire, pour la rendre extraordinaire, c'est-à-dire pour l'imbiber de la puissante présence du mystère. Mais évidemment, comme disait le poète, nous marchons dans une forêt de signification et nous ne nous en rendons même pas compte. Alors, ça c'est... Combien de temps est-ce qu'il me reste? J'ai aucune tête là. C'est 14h42, tu as encore une demi-heure. Une demi-heure, d'accord. Donc j'ai le temps de vous développer. Alors donc je vais aborder ça. On va aborder ça sur le mythe du héros. Donc on a vu rapidement comment le héros peut se lire dans la langue des oiseaux. Le mot héros peut se lire dans la langue des oiseaux. Je voudrais faire une parenthèse par le conte de fées. Vous savez que Vladimir Propp, qui a beaucoup travaillé sur la morphologie du conte, a développé une analyse alors structuraliste, hein, c'est-à-dire très, très, très rigoureuse, très scientifique, de l'organisation du conte. Il a en fait trouvé ce que Goethe cherchait pour les plantes, c'est-à-dire l'archétype de la plante. Goethe cherchait une forme de plante qui pourrait expliquer toutes les plantes existantes et en produire d'autres, donc qui soient effectives, qui soient des vraies plantes. Alors Goethe n'a pas trouvé ça, malheureusement. Mais Vladimir Propp l'a trouvé pour le conte de fées. C'est-à-dire il a trouvé la structure archétypale qui permet de créer des contes de fées qui fonctionnent et qui permettent justement la fonction du conte, c'est-à-dire la transformation intérieure du sujet. Il a défini 33 étapes. En fait, on peut les ramener à 13 étapes et les développer en analogie avec le zodiaque. Ce qui nous permet de savoir, puisque vous avez tous un signe du zodiaque et un ascendant, de savoir où vous en êtes dans le processus héroïque de recherche de votre grade. Alors, je vais vous le survoler assez rapidement, mais juste pour vous donner une idée de chaque étape du processus. Donc la première étape commence en Capricorne. C'est le moment où le héros fait un état des lieux, pour reprendre le terme de Vladimir Propp. Et donc il dit voilà, moi je sais faire ceci, j'ai cette capacité, et c'est la description de la situation en réalité. Et puis étape suivante, Verseau, c'est un moment, alors l'état des lieux est interdit. Le roi dit à ses filles, vous ne rentrerez pas après minuit. On est bien dans une logique saturnienne du Capricorne. Objectivité et ordre. Ensuite, étape Verseau, étape suivante, c'est le moment de la transgression. Les filles rentrent après minuit.
Et en même temps, on a un autre élément où il y a le méchant qui entre en scène et qui arrive et qui dit, voilà, il cherche à soutirer une information qu'il ne devrait pas avoir. Donc on est bien dans cette logique Verseau, d'une connaissance interdite, c'est le mythe de Prométhée qui est derrière le Verseau, et transgression de la loi. Étape suivante, c'est les poissons. On rentre dans une phase de confusion où le méchant obtient, méchant entre guillemets, le méchant obtient l'information interdite et où celui qui va devenir le héros bientôt se fait piéger. Donc ici, c'est une étape de fascination pour des utopies, une fascination pour des mirages. Mais n'ayons pas de jugement de valeur là-dessus, parce que c'est parce qu'on a été fasciné par le mirage que l'histoire va pouvoir se mettre en route. Étape suivante, Bélier, signe suivant Bélier, c'est le moment où le héros apparaît dans l'histoire, dans le conte, et il se met en route. Alors il y a plein de cas de figure. Soit il entend un appel, soit il sent un besoin, soit il entre dans une grande souffrance, il est obligé de faire quelque chose, etc. Il y a plusieurs cas de figure qui sont décrits par le mythe, par le conte de fées, par Vladimir Pran. Mais en tout cas, à ce moment-là, le héros se lève pour sortir de la confusion. Donc vous voyez ce qui se passe. Je peux entrer sur mon chemin héroïque, en tout cas dans la logique des contes de fées, je peux entrer sur mon chemin héroïque parce que j'ai fait un état des lieux, Capricorne, j'ai transgressé l'ordre établi, Verseau, et j'ai accepté les bienfaits du chaos et de la confusion. C'est seulement à ce moment-là que notre vie, on peut décider que notre vie va se mettre en route et va changer. Donc notre héros, il monte sur son cheval, il part, face Bélier, et puis lorsqu'il entre dans la forêt, il rencontre une vieille dame qui lui dit, écoute mon petit, moi je suis bien vieille, est-ce que tu peux m'aider à... Le premier cavalier, il passe devant, il dit, j'ai des trucs vachement plus importants à faire, trouver le Graal par exemple, ou retrouver la princesse perdue, que j'ai vu en rêve, en face poisson. Ou le deuxième, il est à peu près aussi stupide, et le troisième, le plus jeune, il s'arrête, il aide la dame à ranger son tas de bois, et la dame, évidemment, c'est une bonne sorcière, qui lui donne un objet magique qui va l'aider dans sa quête. Donc, que nous dit cette phase taureau? Il nous dit, au fond, c'est parce que tu acceptes de faire quelque chose c'est pas ce que tu acceptes parce que tu es dans le cœur, Vénus est la maîtresse du taureau, de faire quelque chose qui est en dehors de tes objectifs, que tu vas recevoir un don inespéré qui va te permettre d'accomplir ton projet. Phase Gémeaux, après le héros, il court un peu partout, il fait des grands déplacements, il va en Abyssinie, il monte au sommet du haricot, que sais-je encore. Donc il est phase de déplacement, de découverte qui peut durer très longtemps dans le mythe. Et puis finalement, il finit par rencontrer la princesse qu'il a vue en rêve, donc là c'est la phase Cancer. Il commence à rencontrer l'âme sœur dont il a senti la présence auparavant. Il commence à retrouver la poule d'or, la poule qui fait des œufs d'or, etc. Peu importe la forme. Mais en tout cas, il atteint l'objet de sa quête. Ça se manifeste souvent par une marque. C'est-à-dire la princesse, vous connaissez La Belle au bois dormant, le héros qui a traversé la grande forêt d'épines, découvre la princesse et elle l'embrasse. Donc ça c'est une marque, le rouge à lèvres. Ou encore, elle lui donne un mouchoir, que sais-je, bon, peu importe. Les formes sont toujours multiples. Mais regardez la fonction et pas la forme. C'est toujours pareil, dans notre vie, il s'agit non pas d'être obnubilé par la forme, mais voir la fonction qui est derrière. C'est ça symboliser, d'une certaine manière. Et donc après, vous savez, on a commencé en Capricorne, on est en Cancer, donc on a fait que la moitié du zodiaque. C'est pas parce qu'on a trouvé son Graal que tout est gagné. C'est pas parce qu'on a eu l'éveil que tout est gagné. L'étape suivante, c'est de le ramener dans le monde. Et ça, c'est beaucoup plus difficile en réalité. Donc en Lion, le héros est poursuivi. Il a trouvé son Graal, mais il est poursuivi. Donc il va se cacher, il va chercher plein de stratagèmes pour échapper au vieux monde. Et en Vierge, il va rentrer incognito chez lui, sous forme d'orfèvre, sous forme de palefrenier, etc.
Donc ici, il s'agit orfèvre, palefrenier, c'est-à-dire d'améliorer un savoir-faire, de rendre technique l'éveil qu'on a reçu pour montrer son utilité, en réalité. Signe suivant, en balance, va apparaître le faux héros. Vous connaissez l'expression « balancer quelqu'un ». Alors, c'est le moment où le héros doit rencontre quelqu'un qui a des prétentions mensongères et qui raconte que non, c'est pas lui qui a trouvé le Graal, c'est moi. Donc il s'agit évidemment de se confronter à une forme de calomnie, de médisance du monde. En Scorpion, le livre propre dit que c'est l'épreuve difficile, comme retirer par exemple la fameuse épée du rocher d'Excalibur. C'est pas difficile pour celui qui la retire, c'est difficile pour les autres. Donc c'est difficile pour le vieux monde, c'est-à-dire c'est prouver que quelque chose est facile parce que j'ai découvert mon Graal, parce que je me suis transformé par cet éveil intérieur. Donc du coup après, ce qui est jugé impossible par le monde devient facile pour la personne qui a fait l'expérience du processus héroïque. Donc ça c'est la phase Scorpion. Sagittaire, le faux héros est démasqué et le héros est reconnu socialement. Alors Ulysse, par exemple, Sagittaire est lié à la cuisse, Ulysse est lié au mythe du Sagittaire, puisque son nom veut dire de la cuisse, précisément. Et donc, à ce moment-là, le héros va s'intégrer socialement. Et, étape Capricorne à nouveau, 13e étape, il va monter sur le trône parce qu'il passe à travers un animal magique, il ressort par les oreilles et il a de beaux habits de roi. Donc il a achevé son processus de transformation. Donc vous voyez que le conte de fées décrit en réalité tout le processus, comment l'ancien homme devient un nouvel homme, comment l'ancienne société devient une nouvelle société, à travers 12 étapes qu'on peut associer aux zodiaques. Donc, je le redonne en un mot, état des lieux, transgression, chaos, décision, service rendu, grand voyage, élargir ses horizons, la marque, le cancer, accepter de se laisser toucher par l'inconnu. Et ensuite, après, à partir du lion, il faut revenir chez soi, c'est-à-dire trouver des stratégies pour échapper au vieux monde, perfectionner l'acquis, traverser les médisances, réaliser l'épreuve difficile, reconnaissance sociale et monter sur le trône. Donc c'est une structure du monde du mystère, c'est une structure du monde imaginaire. Mais on voit bien que c'est le monde imaginaire qui va guider nos pas et organiser nos vies et rendre notre vie, transformer une vie banale en vie extraordinaire, parce qu'à ce moment-là, on sera habité par un processus qui lui-même habite le monde du sens et qui existe dans la réalité objective. Donc, d'où l'intérêt évidemment de travailler le symbolisme, parce que ça permet de s'allier avec le monde du sens, plutôt que celui-ci nous déborde ou nous pousse aux fesses avec parfois des événements dramatiques, simplement parce que, encore une fois, les événements qui nous arrivent sont des réalités psychiques qu'on n'a pas métabolisées, qu'on n'a pas intégrées, qu'on n'a pas intériorisées. Donc je vous invite à vous autant que possible, à se raccorder à ce monde du mystère, qui ne s'explore pas, encore une fois, par la rationalité, la pensée, etc., mais qui s'explore par deux voies, l'intuition, c'est-à-dire la certitude intérieure, l'évidence, et la sensation, c'est-à-dire l'observation du corps. L'observation du corps étant elle-même un autre moyen, en réalité, d'entrer dans ce monde du mystère, parce que le corps lui-même, si on le lit symboliquement, nous indique un chemin initiatique qui passe de la voûte plantaire à la voûte crânienne. Or, une voûte, c'est un espace de passage, un changement de conscience. On avait cette très belle image ce matin de l'astronome ou l'astrologue qui sortait la tête des étoiles. Il traverse la voûte et donc il rentre dans un nouveau champ de conscience. Et si on regarde notre corps, on a 4 voûtes. On a la voûte plantaire, on a la voûte cœliaque, la voûte du diaphragme, on a la voûte du palais et on a la voûte crânienne. Donc on a 4 naissances et 4 étapes, enfin 3 étapes plus la dernière pour arriver à cet espace d'unité qui est au-dessus de notre tête, avec le centre coronal, et pour rentrer cette fois-ci dans le grand silence
du monde du mystère. Donc on ne va pas détailler ici le corps humain, mais vous voyez que l'endroit où vous avez mal, ou l'endroit qui est important, peut aussi donner des indications sur la prochaine étape à franchir dans notre cheminement intérieur. Le problème de hanche, par exemple, pose toute la question de la relation à Dieu, puisqu'on va rentrer dans le bassin, et le bassin, c'est un monde d'eau, c'est ce monde astral, ce monde des divinités mythologiques qui habite le monde du sens. Et les travaux d'Hercule, pour revenir à Hercule, correspondent, les 12 travaux sont en analogie avec les 12 côtes. Vous savez que quand on rentre dans le thorax, on rentre dans le monde des dieux forts, c'est-à-dire on rentre dans les poumons, l'air c'est la liberté, mais pour affirmer sa liberté, il faut être fort, il faut être dans la logique du héros. Pourquoi? Symboliquement, simplement parce qu'on a une épée devant, on porte une épée devant notre cou, c'est le sternum, puisque c'est l'âme, c'est un os effilé, dont la première partie s'appelle le manubrium, c'est-à-dire la poignée de l'épée, littéralement. Et en bas, on a la lame, et ensuite on a l'os oxyphoïde, qui veut dire en forme de glaive. Donc vous voyez que c'est pas une imagination délirante que de dire qu'on porte une épée devant nous dans notre cou pour aller dans le monde, avec le thorax. Le thorax veut dire cuirasse, donc c'est notre deuxième arme défensive cette fois-ci. Et puis on a bien sûr les 12 arcs costauds. Il faut être costaud et avoir 12 arcs pour viser l'espace du cœur dans sa grande simplicité et dans ce grand anonymat. On pourrait aussi voir pourquoi, mais la grande qualité du cœur, c'est la simplicité. Donc vous voyez que le chemin initiatique de l'être humain est codé, non pas dans les grandes théories, mais enfin, peut-être aussi, j'en sais rien, mais il est surtout codé dans notre corps. Et d'une manière sensible, c'est-à-dire là où on est touché dans le corps, on est aussi touché par l'esprit. Donc tout ça, c'est des moyens d'explorer le monde du sens. Alors, oui, alors la liberté, j'allais oublier l'essentiel, la liberté. Vous connaissez cette phrase qu'on donne aux étudiants, ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Alors ça, c'est une phrase qu'a dit un intellectuel qui n'a jamais eu mal aux dents. Je veux dire, c'est un truc incompréhensible, qui semble clair, mais qui est absolument inapplicable. Une autre manière de concevoir les choses, c'est de dire la liberté, c'est de choisir, c'est d'avoir le choix. Mais pas du tout. Quand vous avez le choix, vous êtes tiraillé entre des contraires. Donc je ne sais pas très bien où est votre liberté quand vous avez le choix. C'est juste une espèce de conjonction des opposés que vous n'avez pas réussi à résoudre. Alors je préfère beaucoup cette phrase tirée des évangiles. Tout ce que vous faites, c'est au plus petit des miens que vous le faites. Donc la liberté, lorsqu'on est dans cette conscience-là, on sait où commence et où s'arrête notre liberté. Parce qu'au fond, il n'y a pas de différence sensible entre le monde extérieur et le monde intérieur. Je me suis complètement ouvert, ma conscience et mon énergie se sont complètement ouverts au monde du mystère. Et je sens, donc la liberté, c'est pas un truc intellectuel, c'est un truc de ressenti corporel. Je sens que je peux aller jusque-là, parce que ce que je fais aux autres, au fond, c'est à moi que je le fais. Donc ça, c'est pas de la théorie, c'est pas une vision du monde, c'est une perception sensible. Et là où je veux en venir, c'est que plus percevoir le symbole et entrer dans le champ de la liberté, premièrement, la liberté se conquiert, elle n'est pas donnée. Si on regarde l'histoire biologique, le lézard n'a pas d'autre choix que de se faire bronzer au soleil parce qu'il a le sang froid et de fuir les prédateurs parce qu'il n'a pas beaucoup de griffes, donc il n'a pas beaucoup de système de défense. Donc il a un degré de liberté à peu près zéro, réagir à l'environnement et totalement soumis à l'environnement. Les mammifères qui ont suivi ont un peu plus de degré de liberté. Pourquoi? Parce qu'ils élèvent leurs petits, parce qu'ils ont développé le jeu, parce qu'ils peuvent hiberner s'il fait trop froid ou voyager dans les contrées chaudes s'il fait trop froid également. Donc ils ont cette liberté de s'adapter à l'environnement. Et nous, en tant qu'Homo sapiens, depuis qu'on est capable de nous représenter le réel, le principe de liberté explose. C'est-à-dire on est capable de construire des modèles théoriques, des systèmes de croyances qui écrasent la réalité et qui nient en fait
à la fois la réalité objective et le monde du mystère. Donc la liberté, évidemment, c'est des usages ambigus. Comme tout, hein, quand vous voyez une chose, allez chercher son contraire. Mais du coup, la liberté dans cette optique-là, c'est manger. Pourquoi c'est manger? C'est faire de l'extérieur un intérieur. Autrement dit, lorsqu'on symbolisait ces coins, c'est voir ce qui transparaît derrière ce qui paraît, je l'évoquais tout à l'heure. Et lorsque vous faites ça, vous transformez quelque chose qui est extérieur en une réalité intérieure. Et donc vous nourrissez votre corps d'intériorité. Et donc vous donnez une densité plus grande et surtout plus claire et plus spécifique au monde du mystère, c'est-à-dire au monde du sens qui nous entoure en permanence. Donc notre liberté, ça va être quoi? Ça va être d'ouvrir notre sensibilité, non pas en termes de sensiblerie, hein, mais en termes de finesse toujours plus grande, pour être capable de voir la présence du monde du mystère, pour le laisser se révéler, et ensuite de le manger, de l'absorber, de faire de l'extérieur un intérieur. Le processus de nourrissement, du coup, va nous intéresser, si on veut savoir ce que c'est symbolisé. Lorsque vous mangez un aliment, il commence par chuter. Ça, c'est la chute. Donc, il commence par changer de plan de conscience, de rentrer, et il va rentrer dans l'estomac. L'estomac va sécréter de l'acide chlorhydrique, les sucs gastriques, et l'acide chlorhydrique a un pH de 1, 1,5, donc très acide, et il va liser, il va détruire les protéines en petits morceaux, et former ce qu'on appelle le chyme, qui est une espèce de pâte blanchâtre qui va ensuite passer dans les intestins. Donc symboliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un processus de deuil. Vous avez remarqué qu'il n'y a qu'un faible jambage qui sépare le nourrir du mourir. Donc lorsque vous vous nourrissez, ce que vous absorbez va rentrer dans le mourir. Autrement dit, les formes vont être détruites. Donc symboliser, c'est ça, c'est-à-dire c'est détruire les formes pour en extraire l'essence. Vous avez eu un accident de voiture, vous avez une rupture affective, vous avez vu n'importe quel événement, peu importe, on s'en fout, c'est des formes. Par contre, le symboliser, c'est-à-dire faire passer le monde du mystère, le monde du sens de l'extérieur vers l'intérieur, veut dire passer par un processus de deuil. C'est-à-dire abandonner les formes extérieures pour n'en conserver et ensuite n'en digérer que les essences, c'est-à-dire les richesses intérieures que cette forme extérieure vous a apportées. Ça s'appelle la digestion. En langue des oiseaux, digestion, D'-I, gestion, gérer à partir du I, gérer dans sa verticalité. C'est la seule manière de faire un deuil véritable sans entrer dans la spirale de la souffrance. Et sa verticalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire aligner au fond nos trois feux qu'on évoquait ce matin. C'est-à-dire aligner ce soleil là, que vous avez au-dessus de votre tête, au-dessus du centre corona, le feu du cœur et le feu du désir, le feu du petit bassin, le feu de la sexualité. Donc lorsque ces trois feux sont alignés dans la conscience, donc lorsque la conscience contacte ces trois énergies et permet de les faire circuler dans le corps, nous sommes là dans une attitude de verticalité. Et donc c'est à partir de là, bien sûr, qu'on peut commencer à symboliser, c'est-à-dire à faire le deuil des formes extérieures pour n'en recevoir que l'essence. Et à ce moment-là, approfondir et nourrir encore ce que j'ai appelé le corps d'intériorité, c'est-à-dire cette bulle de soin qui n'est jamais qu'une crispation de la conscience universelle, pour reprendre l'expression de Jung. De Jung. Jung disait la conscience, l'ego est une crispation de la conscience. C'est-à-dire le moi, ce qu'on appelle le sujet, n'est qu'une
qu'une densification d'une conscience universelle qui est là en permanence et qui circule partout. C'est pour ça que je parle beaucoup de conscience-énergie, parce qu'en fait, c'est pas seulement la conscience qui est universelle, c'est aussi l'énergie. Et on a une espèce de jeu permanent entre la conscience et l'énergie. Simplement, vous voyez que si vous faites une psychanalyse, vous plongez en conscience à l'intérieur de vous-même, et à ce moment-là, il y a une libération d'énergie qui se produit. Ah, je suis vachement content, j'ai découvert un truc sur moi, ça me fait plaisir, j'ai envie de le partager. Et les bulles de champagne, vous savez, qui montent. Et inversement, si vous avez fait un jogging, c'est-à-dire vous avez dépensé de l'énergie, la conscience est plus claire. Donc il y a une corrélation très étroite entre la conscience et l'énergie, qui sont d'ailleurs les deux, je vais peut-être terminer là-dessus, mais qui sont les deux dieux du cœur, Apollon et Dionysos, que j'évoquais tout à l'heure, et que la Grèce antique avait mis en scène dans son organisation sociale. Pourquoi? Parce que Apollon, le symbole d'Apollon, c'est la couronne, et le symbole de Dionysos, c'est la coupe. Tous les deux se retrouvent dans l'espace du cœur. La couronne, c'est les coronaires, l'espace de la couronne, littéralement. Et la coupe, c'est le cœur lui-même qui reçoit le sang. Donc le cœur allie en réalité la conscience apollinienne, la couronne, et la conscience et la puissance, ou l'énergie dionysiaque, c'est-à-dire la coupe. Pourquoi aujourd'hui, on le voit encore dans nos sociétés, pourquoi aujourd'hui on donne une coupe au vainqueur d'une course cycliste et une couronne aux académiciens? Simplement parce que celui qui a gagné la course manifeste la victoire de l'énergie, donc de Dionysos, de la coupe, et celui qui a gagné la couronne manifeste la victoire de la conscience, parce qu'il a fait des études, c'est le baccalauréat, ça vient de lauréat, qui est le laurier, qui est la couronne de laurier d'Apollon. Donc simplement, la victoire de la conscience est récompensée par une couronne, et la victoire de l'énergie est récompensée par une coupe. Or, la fonction du cœur est de réunir ces deux éléments mythologiques, à savoir la transe dionysiaque, c'est-à-dire cette capacité de communier dans une extase avec le monde extérieur, avec les autres dans les relations amoureuses ou dans les relations amicales, et la couronne de la conscience, c'est-à-dire la capacité de ne pas se laisser piéger par les miroirs aux alouettes et de voir clairement les situations. Donc le cœur est en fait l'espace pour nous de la translucidité. Le cœur est translucide. Donc, vous voyez cette image, quelque chose qui est translucide, c'est quelque chose qui est pas transparent, parce que la transparence c'est le totalitarisme. C'est quelque chose, parce que la transparence interdit la vie privée, donc naissent dans le secret, dans le ventre de la mère, l'obscurité du ventre de la mère, MER, MERE, la vie va naître. Derrière le voile, la vie va naître. Donc la transparence est une forme de totalitarisme. Par contre, la translucidité réunit à la fois l'intimité, c'est-à-dire le secret, la conscience, et c'est ça qui permet l'amour en fait. C'est ça qui permet l'amour, puisque l'amour respecte l'autre dans son secret, tout en maintenant une communion, une communication sensible avec lui. Voilà, je vais l'arrêter. Pardon ? Tu avais encore un peu de temps. J'ai encore 10 minutes ? Voilà. Oh, ben alors, je peux. Des choses à dire. Des questions ? Oui, est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai une question. Oui. Quand tu as parlé des sens, donc quand tu as parlé des sens, donc le feu, les 4 éléments. Les 4 éléments, voilà. Et tu as dit le 5e. La quintessence. La quintessence, tu as dit, c'est qui se trouve dans le cœur. Oui, oui. Je croyais que la quintessence était l'éther.
Quel est le rapport entre le cœur et la terre? Est-ce qu'on ne parlait pas du même plan de conscience? C'est-à-dire, c'est sûr que dans le descriptif, on a le feu, la terre, l'eau, puis après on a en fait 3 éthers supplémentaires. Mais si je parlais simplement d'une manière sensible, c'est-à-dire la terre, c'est les sensations, c'est le corps, le feu, c'est l'intuition, c'est assez sensible parce que tout le monde peut en faire l'expérience. La raison, c'est l'air, et les émotions, c'est l'eau. Donc si on parle d'une manière sensible, la quintessence, ça va être le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le centre. C'est-à-dire, c'est le point de contact avec l'immense. C'est ça la fonction de l'éther, en réalité. Puisque l'éther, c'est cette énergie intermédiaire, on va dire, qui va nous mettre en contact avec les autres mondes subtils, avec le Soleil, la galaxie, que sais-je encore, et qui va nous apporter des informations de ces mondes-là. Donc, effectivement, si on prend une lecture, on va dire, entre guillemets, scientifique de la chose, on a ces 5 éléments. Si on prend une approche sensible, on voit que c'est le cœur qui est le... D'ailleurs, dans les traditions, le cœur est le siège de l'intelligence, de la pensée, de la volonté et de l'amour, évidemment. Et dans la tradition chinoise, c'est le centre. Donc c'est parce qu'on est en conscience dans Apollon et Dionysos, c'est-à-dire dans l'espace du cœur, qu'on est translucide, que l'on peut recevoir les informations du monde du mystère. Donc voilà, c'est simplement que je parlais pas tout à fait sous le même angle de la chose. D'autres questions? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a mis la couronne sur la tête, alors que sa place biologique est sur le cœur. C'est-à-dire l'espace du centre, c'est le cœur. Qu'on le veuille ou non, c'est la biologie qui nous le raconte. Mais depuis le siècle des Lumières, on a mis la couronne sur la tête. C'est-à-dire on favorise les gens qui ont un intellect bien rempli. Mais du coup, on voit que ça crée un monde déséquilibré, qui est dans la rationalité objective et qui n'est plus dans la connaissance au sens que je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire du co-naître, du naître avec. Ce centre, cette quintessence, peut-il être, en analogie, apparenté à Mercure, le lion? C'est une bonne question. Alors, on associe en général le cœur au soleil plutôt. Mais effectivement, d'un point de vue alchimique, c'est Mercure qui a cette fonction d'intermédiaire entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc je ne saurais pas répondre précisément à cette question. Oui, en astrologie, par exemple, il y a une correspondance des organes du corps avec les signes, et le cœur, c'est le lion. De là, d'ailleurs, Richard Cœur de Lion, d'ailleurs, c'est par hasard. Voilà. Dominé par le soleil, quand même. Oui, le lion, le soleil émet du lion. Et le centre. Le centre du système. Par contre, Mercure, c'est effectivement la planète la plus proche du soleil. Donc c'est le messager du soleil, certainement. Du fait de sa rapidité aussi, puisqu'elle est la plus proche, donc elle tourne le plus vite. C'est le vif argent, c'est lié à l'argent, au Mercure. Mercure, c'est le vif argent. Donc je pense que Mercure est l'émanation la plus proche du cœur. Oui. Là, vous m'entendez? J'ai une question, c'est selon vous, du coup, quelles seraient les méthodes, les moyens pour connecter justement plus le côté intuitif et sensation corporelle? Est-ce que vous avez par rapport à ça un cheminement, des méthodes? Moi, j'ai beaucoup pratiqué la méditation. Je ne vais pas vous raconter ma vie parce que c'est pas très intéressant, mais enfin c'est pas très important plutôt, mais simplement. En gros, il y a trois choses que j'ai travaillées qui m'ont ouvert la conscience, plus une autre chose. La méditation vipassana, que j'ai beaucoup pratiquée, d'une part. Vipassana veut dire voir. Et donc c'est simplement l'observation des sensations, etc.
Les séminaires intensifs vers l'éveil, qui ont été développés par Charles Bernard, qui est un système de communication diade à deux, qui est fondé. Il y a 4 questions, mais la première, qui est la plus importante, c'est « dis-moi qui tu es ». Donc c'est l'histoire, on répète « dis-moi qui tu es », dis-moi qui... On se pose à deux, à chacun la question selon un rythme précis, mais dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu es, et à force, évidemment, on enlève des couches, et on arrive à une prise de conscience de sa nature profonde. La troisième chose, c'est le travail avec les plantes, psychotropes, notamment l'ayahuasca, qui a aussi ouvert des choses. Et puis, après, j'ai eu un accident, entre guillemets, de parcours qui fait que j'ai failli devenir aveugle. Pendant 6 mois, j'ai plus rien vu. Donc, j'ai envisagé de me suicider très sérieusement. Je voyais comment j'allais faire et tout ça. Et à un moment, j'ai eu un flash, j'ai vu qu'il n'y avait personne à tuer. Il n'y a personne. Une personne, c'est personne. Donc on a beau le raconter, mais le dire en permanence, quelle personne es-tu? Je suis personne. Donc une personne, c'est personne. Mais ça, je l'ai vu très clairement. Donc j'ai vu la maya du moi, la maya du sujet. Et ça, évidemment, ça m'a ouvert aussi beaucoup de choses. Oui. Je voulais te poser une question. Je vais vous faire voir une photo. Le méridien de Paris est représenté par une lance. Par une lance. Une lance. La fameuse lance qui a percé le corps du Christ. Ah, c'est celle-là. La lance de Longinus. Mais non, mais ça, oui, alors ça, c'est un truc. Vous connaissez. Oui, un petit peu. Vous savez, c'est difficile de répondre à une question. Elle a bien jusqu'ici, hein. La lance, elle est venue jusqu'ici. Le méridien d'Hérault est un tombeau des Pontifs, et il continue jusqu'à l'aide. D'accord. Simplement, pour répondre à une question comme ça, il faut replacer dans le contexte. C'est-à-dire, si vous prenez un symbole dans un rêve, vous prenez, je sais pas quoi, un cheval, si vous ne connaissez pas à la fois le contexte du rêve et le contexte du rêveur, c'est très compliqué de dire c'est quoi un cheval. Donc il faudrait vraiment reprendre tous les symboles un peu ésotériques qui sont à Paris. J'ai un ami qui a fait ça, et pour comprendre la logique du système. Et là, ça peut apporter des éléments de réponse. D'autres questions? On peut dire. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez une question? Est-ce qu'on attend une question? Il y en a une autre? T'avais une question? Une dernière? Moi j'en avais une. Voilà, alors on va passer vite. Il y aura une autre question ici. Ah d'accord, pardon. Un, deux. Oui, donc, oui, il m'est venu une question sur les symboles. Si j'ai bien compris, donc les symboles sont dynamiques en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils sont interprétés selon le contexte et aussi selon la culture ambiante, l'époque, enfin toutes ces données, ils ne sont pas donc objectifs ou universels. Enfin. Oui, les deux. Comme toujours, les deux. L'archétype est universel. Mais il va descendre dans les plans de matière, c'est-à-dire il va descendre dans la biosphère, il va descendre dans les espèces, il va descendre chez l'être humain, il va descendre dans la biologie, et il va descendre dans le plan physique. Non. Et donc il va se colorer en réalité des plans de matière qui bougent. Donc l'interprétation du symbole, il va être différent suivant le niveau de réalité auquel vous vous adressez. Parce qu'il sera coloré par l'histoire. Un symbole qui nous arrive, par exemple, qu'on voit dans un rêve. Il est à la fois coloré par notre histoire personnelle, il est coloré par l'histoire du transgénérationnel, et il est coloré par les besoins de l'esprit du temps, par le message que l'esprit du temps, c'est-à-dire que l'archétype, essaie de vous donner à ce moment précis de votre histoire. Donc il faut enlever les gangs. Mais en même temps, si on enlève trop les gangs, on est dans l'absolu et on ne peut plus rien faire. Donc du coup, ici, il s'agit
d'essayer de comprendre ce que nous dit le symbole spécifique par rapport à là où on est, même si le symbole est universel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le symbole en soi est universel, mais sa manière de s'insérer dans une culture, dans une personne ou dans un corps dépend de la culture, de la personne et du corps. Je veux dire, les symboles, par exemple, c'est Lévi-Strauss qui dit ça, il dit le vol du feu apparaît dans plein de mythologies différentes. Donc c'est un universel, parce que l'acquisition du feu, c'est-à-dire de la connaissance, est toujours le fruit d'un rapt, est toujours le fruit d'une transgression. Par contre, les Grecs le mettent en scène sous Prométhée qui va transgresser contre la vie des dieux, aller voler le feu du ciel et le donner aux hommes, dont je ne sais plus quelle tribu africaine, c'est une boule de feu qui est attachée à la queue d'un chien. Mais regardez la fonction, regardez pas l'image. La fonction, le point commun à l'acquisition de la connaissance, c'est toujours une transgression. Après, c'est mis en image différemment selon les cultures, les traditions et les idiosyncrasies, j'adore ce mot d'idiosyncrasie, et les spécificités individuelles. Alors Vincent, à l'intention de Vincent, ça peut peut-être servir à sa série reportage, et puis à vous bien sûr pour partager. On rentre dans un savoir qui est occulte. Luc, on te remercie pour tout ce qui a tourné autour de ce mot symbole. C'est juste pour ajouter que vous avez une source cachée, dissimulée du mot même symbole, qui est sourcée en fait à deux mots qui sont symbolon. Et symbolon, en fait, on est sur quelque chose de très très ancien qui signifie alors à la fois réunir ou et remettre ensemble. Donc j'en viens à la question de Jean qui est présent dans la salle sur le méridien. Au bout on est sur 3 lignes méridiennes, mais des lignes parfaitement tracées sur des siècles par des gens qui savent. Et en fait vous avez une ligne, je crois qu'il y a un écart de 22 degrés sur les deux extrêmes. Donc vous avez une ligne centrale. Vous avez une ligne à gauche, donc on va dire à l'ouest, et vous avez une ligne à l'est. Donc ces 3 lignes, en fait, quand on rentre dans l'intention des auteurs, vous avez le même principe qu'on va dire une batterie de voiture au bout. On est sur un concept d'énergie vitale ou au-delà du vital, donc du corps humain, et à partir de là, vous êtes sur la notion d'atteindre le neutre, et non plus être dans des opposés plus-moins, des polarités, on va dire. Et donc l'exemple qui est bon, c'est une batterie de voiture, puisque pour qu'elle fonctionne, il ne s'agit pas qu'il y ait plus de plus ou plus de moins. Il faut qu'il y ait un équilibre parfait pour que l'électricité permette, ne serait-ce que de démarrer le moteur. Il faut une étincelle, hein, voilà, exactement. J'en ai fini, si tu veux reprendre, Luc, avec grand plaisir. Oui, tu fais bien de rappeler l'origine du mot symbole, ce que je n'avais pas fait, effectivement. Donc du coup, le symbole, ça veut dire ce qui réunit. Donc le symbole s'oppose au diable. Division. Donc c'est assez simple, hein. Dès qu'on est dans une division, quel que soit le parti pris qu'on a, on est dans du diabolique, et dès qu'on est dans une réunion ou un esprit de synthèse, on est dans du symbolique. Il y avait une question. Une question. Oui, merci. C'était pour savoir, vous parliez tout à l'heure des voûtes, et lorsque l'on passe au niveau de la voûte du palais, je voulais savoir à quoi ça pouvait correspondre au niveau symbolique. Vous savez, déjà quand on rentre dans le palais, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Mais, parce que le palais est habité par la langue. Oui. Or, d'une part, la langue repose sur un os sésamoïde, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'attache, enfin qu'il ne repose pas sur un autre os, l'os hyoïde, en forme de U précisément. Et la langue est l'anagramme de louange, si vous regardez. Donc, c'est la louange à partir d'une zone d'instabilité où on accepte de se perdre, puisque le U, c'est une note instable, si vous regardez sa graphie.
donc quand on rentre, si on est vraiment la conscience dans notre palais, on a une parole de louange qui est fondée sur la réception à l'illimité. C'est la forme du qui est sans cesse capable de nous bouleverser, puisqu'elle peut, vous savez, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, tellement cette lettre est dans le déséquilibre. Donc une fois qu'on a cette conscience-là, on peut franchir la voûte du palais. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus? Alors on a l'os sphénoïde qui porte précisément la pituitaire, qu'on appelle la non, pituitaire, l'hypophyse, ou l'épiphyse, enfin je confonds toujours, peu importe, regardez les noms anciens. Et donc c'est un os en forme de chauve-souris. Ça c'est Cuvier qui disait ça, donc c'est pas une imagination débordante, hein. Enfin c'est pas une exagération de l'imagination. Or la chauve-souris c'est le seul mammifère qui voit la nuit et qui a la tête à l'envers, qui dort la tête à l'envers. Et il mange des insectes. Donc une fois qu'on passe cette naissance qui permet de sortir de la louange pour rentrer au-dessus, on va toucher cette capacité de... Les insectes, c'est le monde de la névrose, parce que c'est ce monde puissant, mécanique, avec plein de, vous savez, plein de carapaces, plein de protections, etc. Et donc on va entrer dans on va entrer dans l'ombre qui est capable de détruire les névroses, parce qu'elle écoute pituite R, la langue des oiseaux, l'espace du pituite. Donc ça, c'est le niveau de conscience qui précède en fait, qui est en fait l'espace de la dernière naissance, et qui est derrière le nez. Donc c'est le nouveau nez qui se met en place à ce moment-là. Ouais. C'est parfait. Mais évidemment, on ne saute pas d'étape. C'est-à-dire, si on n'est pas déjà dans la conscience de la louange, ou la conscience que sa parole est articulée par un espace qui est instable, c'est trop dangereux d'entrer trop vite là. Il faut faire attention. On peut l'entrer intellectuellement, mais je parle en termes de travail de conscience. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui. Par rapport à la question qui venait d'être posée, ça m'a interpellée pour la voûte palatine. Il y avait deux choses. Il y avait, est-ce que ça me fait penser à la phrase, la langue, c'est l'épée. Je ne sais plus ce que c'est. Je suis l'épée. Je vous apporte pas la paix. Oui, la phrase biblique des marchands du temple, c'est ça? Voilà, je ne sais plus trop dans quel tu vas le remettre, mais bon, enfin, ça c'était juste. Mais tout à l'heure aussi, je voulais juste vous demander ce que vous pensez aussi de cette phrase d'un monsieur Lévy à propos du symbole. Le symbole n'est rien par lui-même, c'est la foi qui le sanctifie. Oui et non. Oui et non, parce que je vais nuancer. Je ne dirais pas que le symbole n'est rien par lui-même, parce que les symboles peuvent être opératifs malgré nous. C'est-à-dire, vous voyez bien toute la communication publicitaire, par exemple. J'avais travaillé un moment pour des agences de communication, ils utilisent beaucoup le langage symbolique. Et on ne s'en rend pas forcément compte. Pourquoi, dans l'ancien temps, les bistrotiers mettaient une toile blanche et rouge sur leur table? Simplement parce que ça aiguise l'appétit. Donc, parce que le rouge, c'est la couleur du désir. Donc les symboles agissent malgré nous. Par contre, effectivement, la foi, alors si on peut transcrire peut-être la foi dans un contact intérieur direct avec le symbole. Et ça va créer ce qu'on peut appeler la foi, c'est-à-dire ça va créer une sorte de certitude intérieure, de sentiment de bénédiction, de joie intérieure. Et ça, effectivement, quand on rentre en contact par cette foi-là avec un mythologème, c'est-à-dire avec un habitant du monde du sens, ça devient vraiment opératif. Il va falloir quand
nous arrêtions. Malheureusement, c'est passionnant. On va te réapplaudir. Alors, on va faire une petite pause d'une dizaine de minutes, mais durant laquelle, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et Luc, par contre, aura le plaisir de rejoindre le stand où nos amis de la librairie de Rennes-le-Château ont accepté de donner un coup de main. Et il pourra dédicacer ses livres, sachant que il est méritant. Il est vraiment méritant quant à ce qu'il a écrit. Et on est vraiment très, très honoré de l'avoir reçu. On se retrouve dans 10 minutes alors. Et je passerai le relais à Vincent Provost pour le...